Il y a des horreurs auxquelles on s'attend dans les vrais crimes. Le sang, les corps, la folie. Mais de temps en temps, nous tombons sur quelque chose de si pervers, de si grotesque, que cela nous oblige à détourner le regard, puis à le repousser. Non pas parce que nous sommes fascinés par la mort, mais à cause de ce qui vient après. Et si le tueur ne se contentait pas de prendre une vie, mais prenait une bouchée? Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération. C'est l'histoire d'êtres humains, ordinaires à l'extérieur, monstrueux à l'intérieur, qui ont massacré leurs victimes et les ont servies en guise de repas. Parfois à des étrangers, parfois à la famille, parfois à eux-mêmes. Albert Fish, la recette de l'horreur de l'homme gris. C'était le genre d'homme dont on ne se souvient jamais, un vieux monsieur dans un costume défraîchi, avec des yeux fatigués et un sourire poli, inoffensif, sans prétention, incompréhensible, oubliable. Mais derrière cette frêle carcasse vivait un démon, Albert Fish, né en 1870. Un nom qui fait froid dans le dos dans l'histoire du crime, connu sous le nom de l'homme gris, le vampire de Brooklyn, le croque-mitaine. Mais aucun de ces surnoms ne rendait vraiment compte de ce qu'il était, car Fish ne se contentait pas de tuer des enfants. Il les cuisinait. C'était en 1928. Grace Budd, 10 ans, a disparu de sa maison à New York. Un homme à la voix douce lui avait proposé de l'emmener à une fête d'anniversaire. Ses parents, pauvres et désespérés, lui avaient fait confiance. Ce fut la dernière fois qu'ils aperçurent Grace. Ce qui s'est passé ensuite est resté un mystère pendant 6 années angoissantes, jusqu'à ce qu'une lettre arrive. Jaunie, écrite à la main, envoyée à la famille Budd. C'était une confession. Fish y décrit, sans remords, comment il a enlevé Grace, l'a étranglée, démembrée et a lentement fait cuire sa chair dans un ragoût. Il parle de son corps comme un chef décrirait des côtelettes d'agneau. « Il m'a fallu 9 jours pour manger tout son corps », écrit-il. « Elle est morte vierge. » Il a envoyé cette phrase à sa mère. Ce n'était pas de la folie, c'était une méthode. Fish n'a pas tué pour l'argent, la jalousie ou la vengeance. Il a tué pour satisfaire un appétit. Il était obsédé par les châtiments religieux, la douleur et la chair. Il s'enfonçait des aiguilles dans le bassin pour le plaisir. Il considérait la souffrance comme sacrée. Manger de la viande humaine, c'était le salut. Ces crimes n'ont pas été découverts par une traînée de sang, mais par une traînée de lettres. Il voulait que les familles sachent, qu'elles le ressentent, qu'elles revivent. Et quand il a finalement été arrêté, il n'a pas demandé la pitié. Il a accueilli la mort. Ce sera le frisson suprême, a-t-il murmuré, le seul que je n'ai pas encore essayé. Albert Fish n'était pas seulement un tueur, il était l'homme qui a rendu l'horreur intime. Et si vous pensez que c'est le plus sombre de cette histoire, attendez un peu. Car le prochain homme ne s'est pas contenté d'écrire sur ses crimes. Il les a servis, chauds, frais, et tout droit sortis d'un grill au bord de la route. Joe Metheny, le cannibale rancunier. Joe Metheny ne portait pas de masque, il ne se cachait pas dans l'ombre. Il a dit au monde entier ce qu'il faisait exactement, et il a souri en le faisant. Mesurant plus de 180 cm et pesant plus de 200 kg, Metheny était un énorme morceau de fureur. Un ancien chauffeur de camion, un vagabond de la casse, un homme qui vivait dans une caravane sale à côté d'une entreprise de palettes à Baltimore et qui, selon lui, avait fait du meurtre une activité commerciale. Tout a commencé, dit-il, par un chagrin d'amour. Sa petite amie l'a quitté, elle a pris leur fils. Disparu dans les ruelles de Baltimore. Metheny affirme qu'il a fouillé les fumeries de drogue et les ruelles, non pas pour la ramener à la maison, mais pour tuer tous ceux qui lui faisaient penser à elle. La vengeance ne suffisait pas. Il avait besoin de contrôle. Il avait besoin d'un rituel. Il a donc commencé à attirer des prostituées dans sa caravane, et une fois à l'intérieur, elles ne partèrent plus. Il ne les a pas seulement tuées, il les démembrait. Il stockait leur chair et la transformait en viande. Selon ses propres aveux, Metheny gardait des restes humains dans son congélateur. Il les mélangeait à de la viande de porc, les a fait griller sur une flamme, puis les a servis sur des sandwichs dans un petit stand de nourriture qu'il installait le week-end. Il nourrissait les gens, des collègues, des étrangers, des clients qui souriaient, payaient et s'en allaient, sans se rendre compte de ce qu'ils venaient de manger. Ils étaient très bons, dit-il. Si vous les mélangez avec du porc, personne ne peut faire la différence. Il l'a dit avec désinvolture, comme une blague, comme un souvenir, comme si cela ne signifiait rien. Mais voilà, Joe Metheny voulait que vous sachiez. Il a revendiqué plus de meurtres que la police ne pouvait en vérifier. Il a décrit les crimes avec des détails impies, et que tout cela soit vrai ou non, n'avait pas d'importance, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de ce qu'il faisait. Il s'agissait de ce qu'il voulait que vous imaginiez. La prochaine fois que vous mordrez dans quelque chose d'inconnu, sentirez-vous la différence? Et juste quand vous pensez que cela ne peut pas être plus tordu, nous retournons dans l'Italie des années 1930. Une femme connue sous le nom de la savonnière de Correggio transformait ses victimes en pâtisserie et même en savon. Tout cela par amour. Leonarda Cianciulli, la savonnière de Correggio. Italie. 1939. Le monde est au bord de la guerre. Mais dans la paisible ville de Correggio, une terreur d'un tout autre genre se prépare. Leonarda Cianciulli est mère de famille.
une veuve, une savonnière et une tueuse en série. Son histoire commence par un chagrin d'amour. Fausse couche sur fausse couche. 17 grossesses, seuls 4 de ses enfants ont survécu. Elle est devenue obsédée par l'idée de les protéger. La superstition l'envahit. Et lorsque son fils aîné s'engage dans l'armée italienne, elle croit qu'une seule chose peut le sauver de la mort. Le sacrifice humain. Leonarda a donc élaboré un plan. Elle a invité des femmes chez elle, des femmes qui lui faisaient confiance, des femmes seules et vulnérables qui cherchaient des conseils ou de l'aide. Elle les a droguées. Elle les a tuées à coups de hache. Puis, elle a fait bouillir leurs cadavres dans un chaudron. La graisse est remontée à la surface. Les os se sont dissous. Ce qui restait, elle l'a transformé en savon. Oui, du savon. J'ai fait du savon avec elle, a-t-elle dit plus tard à la police. La graisse était crémeuse et blanche. J'ai donné des pains aux voisins et aux amis. Les gâteaux ont bien tourné aussi. Je les ai servis avec du thé. Elle ne plaisantait pas. Leonarda a cuit les restes pour en faire des pâtisseries sucrées et noisettées. Elle les a servis avec le sourire. Elle a même écrit des cartes postales au nom de ses victimes, contrefaisant des messages à leurs proches pour que personne ne se doute de leur disparition. Elle pensait qu'il s'agissait d'un acte d'amour, le sacrifice d'une mère pour protéger son fils du destin. Mais lorsqu'elle s'est fait prendre, elle n'a montré aucun remords. En prison, elle est devenue une détenue modèle, calme, serviable et même fière. Elle est morte dans un asile en 1970, toujours convaincue que son savon avait sauvé la vie de son enfant. Leonarda Cianciulli n'a pas tué par plaisir. Elle ne l'a pas fait pour la faim. Elle l'a fait par dévotion. Ce qui, d'une certaine manière, rend les choses pires. Parce que quand l'amour se transforme en rituel, rien n'est hors limite. Mais si cette femme a caché l'horreur dans des pâtisseries et du parfum, que se passe-t-il quand la victime se porte volontaire pour être mangée? Voici Armin Meiwes, l'homme qui a publié une annonce en ligne à la recherche d'une personne prête à mourir pour le dîner. Armin Meiwes, l'homme qui a mangé du consentement. Cette histoire ne commence pas dans une cave ou une ruelle sombre. Elle commence en ligne. En 2001, au fin fond d'un forum internet consacré au cannibalisme, un homme du nom d'Armin Meiwes a posté une simple annonce. Recherche un jeune homme de 18 à 30 ans bien bâti pour être abattu et consommé. Ce n'était pas une farce. Il ne s'agit pas d'une farce ni d'une métaphore. Il pensait chaque mot. Et puis, quelqu'un a répondu. Bernd Brandes, un ingénieur berlinois de 43 ans, a répondu à l'annonce. Il ne s'est pas contenté d'accepter l'offre, il a insisté. Dans des courriels, Brandes a décrit exactement comment il voulait mourir. Lentement, dans la douleur, en pleine conscience. Armin l'a donc invité. Les deux hommes se sont rencontrés dans la maison à colombage de Meiwes à Rothenburg, en Allemagne. Ils ont dîné ensemble. Ils ont bu du vin. Ils ont regardé un film de Star Trek. Puis ils sont montés à l'étage. Ce qui s'est passé ensuite dépasse l'entendement mais a été enregistré, avec une caméra vidéo. Parce que les deux hommes étaient d'accord. Si cela devait arriver, ce serait documenté. Les actes qui ont suivi n'ont pas été une explosion soudaine de violence. Ils étaient méthodiques, convenus d'un commun accord, chorégraphiés. Brandes a été en vie pendant des heures, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Et puis, Meiwes l'a mangé. Pendant des mois, il a stocké la viande dans son congélateur. Il l'a fait frire avec de l'ail. Il l'a mangé avec des pommes de terre. Il a dit que c'était la meilleure viande qu'il ait jamais goûtée. Il ne tua plus jamais. Pas par culpabilité, mais parce que, dans son esprit, il avait trouvé le partenaire idéal. Un homme qui voulait être consommé. Un volontaire. Meiwes n'a été arrêté que lorsque quelqu'un est tombé sur ses messages sur le forum et a alerté la police. Lors d'une perquisition à son domicile, ils ont trouvé la vidéo, le congélateur et ce qui restait de Bernd Brandes. L'Allemagne est horrifiée, mais les tribunaux ne savent plus où donner de la tête. S'agissait-il d'un meurtre ou d'un suicide assisté? Après un nouveau procès, Armin Meiwes a été condamné à la prison à vie. Aujourd'hui encore, il lit la Bible, affirme qu'il regrette ce qu'il a fait et met en garde les autres contre la tentation de suivre son chemin. Mais la question demeure, si quelqu'un veut être mangé, est-ce toujours un crime? D'un festin consensuel. Nous passons maintenant à un homme qui prétendait que ses actes étaient culturels, qu'il mangeait pour honorer la beauté, que la chair n'était pas de la nourriture, mais de l'art. Voici Issei Sagawa, l'homme qui a tué et qui est devenu célèbre pour cela. Issei Sagawa, la célébrité cannibale. En 1981, un jeune étudiant japonais nommé Issei Sagawa est entré à la Sorbonne, à Paris, avec une obsession secrète. Il ne voulait pas blesser quelqu'un, il voulait les posséder, entièrement. Sagawa était petit, il mesurait à peine plus de 150 cm, avec une frêle charpente et un comportement nerveux. Mais derrière son sourire timide se cachait un désir si sombre qu'il l'a qualifié plus tard de rêve de toute une vie. Il s'éprend d'une camarade de classe néerlandaise, Renée Hartevelt. Elle était grande, sûre d'elle, brillante. Tout ce qu'il croyait ne pas être. Il l'invite à dîner. Elle accepte, lui faisant confiance en tant que camarade de classe discret. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il avait déjà acheté le fusil. Ce soir-là, alors qu'elle lisait des poèmes à haute voix à sa demande,
Il lui a tiré une balle dans le cou. Elle est morte sur le coup. Mais pour Sagawa, ce n'était que le début. Il a passé les 2 jours suivants à souiller son corps. Il a mangé sa chair, photographiant le processus. Pas dans la frénésie, mais dans le rituel. Dans son esprit, ce n'était pas un meurtre, c'était de l'absorption. Il pensait que la consommer lui permettrait de s'approprier sa force, sa beauté, son essence. Il a été arrêté quelques jours plus tard, alors qu'il tentait de se débarrasser des restes dans un parc. C'est là que l'histoire devient surréaliste. Issei Sagawa a été déclaré légalement fou par les tribunaux français et inapte à être jugé. Il a été expulsé vers le Japon, où il a été libéré. Il est devenu une célébrité mineure, il écrit des livres, il donne des interviews. Il est même apparu dans des magazines et des documentaires. Souriant, candide, décrivant en détail le goût de la chair humaine. Comme le thon cru, disait-il. Ou du cheval. Il vivait au grand jour au sein d'une société qui semblait à la fois repoussée et fascinée. Pour certains, il était un monstre. Pour d'autres, une curiosité tordue. Mais une chose est indéniable. Il a transformé le meurtre en célébrité. Sagawa n'a plus jamais tué. Il a passé le reste de sa vie sous les yeux du public, fauché et honteux, mais jamais réduit au silence. Ce faisant, il a révélé quelque chose d'effrayant. Le monde ne se contente pas de craindre les cannibales. Parfois, il leur donne un micro. Mais si Sagawa s'est servi de l'infamie pour rester en vie, le tueur suivant a emprunté un chemin plus sombre. Car Nicolas Clos ne se contentait pas de manger de la chair humaine. Il buvait du sang. Il travaillait dans une morgue et se faisait appeler vampire. Nicolas Clos, le vampire de Paris. Paris, la ville de la lumière, de la romance, de l'histoire, et dans les années 1990, d'un vampire autoproclamé qui se nourrissait de la mort comme d'une addiction. Nicolas Clos ne se cachait pas dans l'ombre, il se teignait les cheveux en cramoisi. Il portait de l'eyeliner noir, il écoutait du death metal et dévorait des films d'horreur. Mais rien de tout cela n'était juste pour le spectacle. Clos ne se contentait pas de fantasmer sur le sang, il en buvait, il travaillait dans une morgue. Le jour, il peignait des cadavres, il remplissait des certificats de décès, mais après les heures de travail, il ouvrait les tiroirs, il ouvrait les sacs, il prenait des souvenirs, des organes, des dents, des échantillons de sang, puis il est allé plus loin. En 1994, Nicolas a abattu un homme dans son appartement. Pas par rage, pas pour l'argent, mais pour le frisson, pour le goût. Plus tard, il a avoué avoir consommé des parties du corps de la victime, et ce qui est plus troublant, il l'a décrit avec le détachement froid d'un chef cuisinier. Il conservait les parties du corps dans des bocaux. Il pratiquait des rituels. Il regardait des films d'horreur en mâchant de la chair humaine. Lorsque la police a perquisitionné son appartement, elle a trouvé des preuves de ses obsessions, des œuvres d'art sataniques, des livres de médecine, des outils chirurgicaux et des fragments d'os. Sa chambre était un sanctuaire de la mort, mais Clos ne le nie pas. En fait, il l'a embrassé. Il a déclaré à la cour qu'il était un vampire, que le sang lui donnait de la force, que le goût de la chair humaine ne l'horrifiait pas, qu'il lui donnait de l'énergie. Il a parlé de nécrophilie, de cannibalisme et de l'extase de la violence, comme s'il décrivait un repas. Après avoir passé plus de 10 ans derrière les barreaux, il a été libéré. Oui, libéré. Aujourd'hui, Nicolas Clos est toujours en vie. Actif, en ligne. Il vend des œuvres d'art, donne des interviews, partage les souvenirs de ses crimes avec un calme inquiétant. Il ne se cache plus dans l'obscurité. Il a embrassé le spectacle. Et aussi troublant que soient ses crimes, c'est le public qui est tout aussi obsédant. Car à l'ère des clics, des likes et de la curiosité morbide, même les monstres peuvent faire des adeptes. Mais si Clos était un vampire se nourrissant de la mort, le suivant ne cachait pas sa folie dans le mysticisme. Il tuait à coups de marteau. Il a fait frire des cerveaux dans du beurre. Et disait au médecin qu'il voulait devenir chef cuisinier. Peter Bryan ne se contentait pas de manger, il cuisinait. Peter Bryan, le chef de la folie. Londres, 2004. Tout a commencé par un coup de marteau. Peter Bryan était déjà connu du système. Diagnostiqué schizophrène, il avait été interné après avoir assassiné une jeune femme et mis le feu à son corps. Il a dit au médecin qu'il entendait des voix, qu'il avait besoin d'aide, qu'il ne voulait plus tuer. Ils l'ont cru. Ils l'ont donc laissé sortir. Mais pas en toute liberté pour l'instant. Il a d'abord été transféré dans un hôpital psychiatrique moins sécurisé. Il a charmé le personnel. Il a joué le rôle. Patient, coopératif, calme. Puis il a demandé un peu plus d'indépendance. La permission de se promener, de faire ses courses, de faire sa propre cuisine. Cela semblait inoffensif. Jusqu'au jour où il a frappé à la porte de son ami Brian Cherry. Quelques heures plus tard, Cherry était mort. Mais ce n'est pas ce qui est le plus choquant. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé Peter Bryan debout dans la cuisine, en train de faire frire calmement une poêle de cerveaux humains dans du beurre. Le corps démembré de Cherry gisait à proximité, assaisonné, préparé. « J'étais sur le point de le manger », a déclaré Bryan sans émotion. Il a dit aux enquêteurs que c'était quelque chose qu'il avait toujours voulu essayer, la chair humaine, surtout le cerveau. « J'ai pensé que ce serait agréable », a-t-il expliqué.
chaud, avec du beurre, savoureux. Il a été arrêté à nouveau, réinstitutionnalisé, surveillé de plus près. Mais pas assez, car 2 mois plus tard, à l'hôpital Broadmoor, l'une des institutions psychiatriques les plus sûres du Royaume-Uni, Peter Bryan a de nouveau frappé. Il a battu à mort un autre patient avec une barre d'haltérophilie. Pas de cannibalisme cette fois-ci, mais le schéma était clair. Peter Bryan n'était pas mu par le délire. Il était poussé par la curiosité, pas la rage, pas le désespoir. Juste un désir froid de goûter à ce qui ne devrait jamais être goûté. Et ce qui terrifie le plus, c'est la facilité avec laquelle il l'a caché. Aux professionnels de la santé mentale, aux tribunaux, de ceux qui croyaient qu'il guérissait. Si Bryan était le tueur poli avec une poêle, l'homme suivant était le prédateur des bois. Un homme qui utilisait le dark web pour attirer les personnes vulnérables, qui se disait collectionneur de viande. Voici Matej Kurko, le cannibale slovaque qui n'offrait qu'une chose à ses victimes, une mort paisible et une place dans son assiette. Matej Kurko, le boucher du dark web, Slovaquie, calme, forêt, paisible. Mais au cœur de ces bois, quelque chose d'inimaginable se produisait. Matej Kurko était un père de famille féru de technologie. Il travaillait dans l'informatique, il vivait dans une banlieue tranquille. Il avait une femme, des enfants, des voisins qui le décrivent comme un homme poli, peut-être un peu froid, mais jamais dangereux. Mais derrière l'écran, c'était un prédateur. Kurko rôdait sur les forums fétichistes cannibales du dark web, à la recherche d'une chose, des volontaires, des personnes suicidaires, dépressifs, désespérés. Il leur offrait la paix, un moyen de s'en sortir, un dernier souhait exaucé, la mort et la consommation. Et certains d'entre eux ont accepté. Il a organisé des réunions dans les profondeurs de la forêt, leur promettant une mort sans douleur. Certains ne sont jamais venus, mais d'autres sont venus. Et une fois qu'ils sont arrivés, il a tenu sa promesse, en quelque sorte. Il a tué rapidement, il a disséqué efficacement, il a conservé la chair dans son réfrigérateur et enterré les os dans les collines, comme un chasseur conservant le gibier. Il appelait les corps viande. Sa chute est survenue lorsqu'il a approché la mauvaise personne, un Suisse qui a contacté la police à sa place. Les autorités ont mis en place un piège. Il s'est fait passer pour une victime consentante. Ils ont organisé une rencontre avec Kurko dans les bois. Mais Kurko a senti le piège. Lorsque les policiers sont arrivés, il a ouvert le feu. Une fusillade s'en est suivie. Touché à plusieurs reprises, il est mort à l'hôpital quelques jours plus tard. Ce qu'ils ont trouvé par la suite a fait froid dans le dos. 2 victimes confirmées, des parties de corps dans des glacières, des milliers de messages discutant des méthodes, des rituels, de l'assaisonnement. Il avait élaboré un manuel de la mort, étape par étape, froid, mécanique. Et pourtant, il croyait que c'était de la pitié. Kurko ne tuait pas par rage, il croyait aider les gens et collecter des souvenirs. Un homme qui cuisinait la mort comme un programmeur exécute un code. Mais alors que Kurko attirait les volontaires, le prochain tueur s'en prenait aux innocents. Car lorsque Andrei Chikatilo traquait la campagne soviétique, personne n'était à l'abri. Les enfants, les adolescents, des femmes. Son appétit était insatiable et son arme de prédilection, ses dents. Andrei Chikatilo, le boucher de Rostov. Pendant plus d'une décennie, un fantôme a hanté l'Union soviétique. Il se déplaçait dans les gares, les arrêts de bus et les sentiers forestiers isolés. Il se fondait dans le tissu gris de l'Europe de l'Est d'après-guerre. Silencieux, mal à l'aise, invisible. Et pourtant, il a laissé une trace d'horreur comme l'URSS n'en avait jamais connue. Andrei Chikatilo, enseignant, père, cannibale. Entre 1978 et 1990, Chikatilo a assassiné au moins 52 personnes, peut-être plus. Ses victimes allaient des jeunes filles aux adolescents, en passant par les femmes. Il n'y avait pas de type unique, juste une opportunité. Il les attirait avec de la gentillesse, des promesses de nourriture, de la chaleur, d'un endroit où rester. Mais une fois qu'ils ont été isolés, il a changé. Chikatilo ne s'est pas contenté de tuer. Il a mutilé, il a mordu, il arrachait la chair de l'os. Souvent, alors que ses victimes étaient encore en vie, il les poignardait avec frénésie, utilisait ses dents comme un prédateur et, dans certains cas, mangeait des parties de leur corps sur place. Pourquoi ? Parce que Chikatilo était impuissant. Il ne pouvait pas se libérer par le sexe. Mais la violence, la douleur, la vue de la souffrance, ça, il l'a compris. Il est devenu accro au rituel. L'accumulation, la poursuite, le déchirement. Les autorités soviétiques étaient déconcertées. Les tueurs en série n'étaient pas censés exister sous le communisme. Il s'agissait d'une maladie occidentale. Pendant des années, la police a poursuivi des fantômes, arrêté les mauvais hommes et même exécuté un innocent pour les crimes de Chikatilo. Pendant ce temps, le véritable monstre était en liberté. Enseigner, travailler, sourire en public, abattant en secret. Son arrestation en 1990 a mis fin à l'une des chasses à l'homme les plus terrifiantes de l'histoire moderne. Pendant son procès, Chikatilo était assis dans une cage d'acier, renâclant, divagant, souriant comme une bête à l'heure du repas. Il a été exécuté d'une seule balle dans la tête. Mais ce qui hante encore cette affaire, ce n'est pas seulement le nombre de morts, c'est le temps que cela a pris, le nombre de fois où il a été interrogé et relâché. Combien le système s'est rapproché
encore et encore, pour laisser le monstre retourner dans l'obscurité. Chikatilo n'était pas seulement un cannibale. Il nous rappelle que le mal peut porter la cravate d'un professeur, s'asseoir à côté de vous dans le bus, vous offrir de l'aide, puis se nourrir de votre chair. Mais si le boucher de Rostov était mu par une impulsion, l'homme suivant l'était par un fantasme. Car Ed Gein ne tuait pas pour le frisson du sang. Il tuait pour se construire une nouvelle peau. Ed Gein, le collectionneur de chair. Dans le calme glacial du Wisconsin rural des années 1950, il y avait une maison que les habitants évitaient. Ce n'était pas la peinture écaillée ou le jardin envahi par la végétation. C'était quelque chose de plus profond. Une odeur, un silence, une sensation dans les os. La maison d'Ed Gein. Selon toute apparence, c'était un homme timide et reclus. Il vivait seul. Il aidait ses voisins. Il faisait des courses en ville, inoffensif, jusqu'à ce que la police franchisse sa porte d'entrée. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur allait réécrire à jamais le schéma directeur de l'horreur américaine. Une chaise recouverte de peau humaine, des bols fabriqués à partir de crâne, une ceinture fabriquée à partir de mamelons, un abat-jour fait d'un visage, et dans la remise arrière, le corps mutilé et sans tête d'une femme disparue, pendue à l'envers comme un cerf. Mais voilà le hic. Ed Gein n'était pas d'abord un tueur. C'était un pilleur de tombes. Il déterrait des corps frais, arrachés à la terre. Pas par vengeance ni par plaisir, mais pour créer. Parce que Gein avait un rêve. Une vision tordue, obsessionnelle. Il voulait devenir sa mère. Littéralement. Il a fabriqué des combinaisons de peau, des seins, des organes génitaux, des masques. Une transformation complète du corps, cousu à partir de cadavres. La nuit, il les portait. Il dansait avec. Il devenait quelqu'un d'autre. Quand il tuait, c'était rare. Mais dévastateur. 2 victimes confirmées. Peut-être plus. Et pourtant, son héritage a éclipsé le nombre de ses victimes. Ed Gein a inspiré Norman Bates dans Psychose, Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, Buffalo Bill dans Le silence des agneaux. Il est devenu l'archétype américain de l'horreur cannibale. Mais il ne s'est jamais considéré comme tel. Au tribunal, il est apparu hébété, détaché, comme un enfant. Il a parlé doucement. Il a dit qu'il aimait sa mère, qu'il voulait juste se sentir proche d'elle à nouveau. Il a passé le reste de sa vie dans un établissement psychiatrique, à peindre des tableaux et à jardiner. Il n'a jamais essayé de s'échapper. Il n'a plus jamais fait de mal à personne. Parce que dans son esprit, il n'était pas un monstre. C'était un fils. Mais si Gein a démembré les morts, l'homme suivant a démembré les vivants, en plein air. Car Dorangel Vargas ne se cachait pas dans l'ombre. Il vivait dans une cabane près de la rivière et s'appelait lui-même un mangeur de viande. Dorangel Vargas, le cannibale de la rivière. Dans la ville de San Cristobal, au Venezuela, un homme vivait sous un pont. Il n'avait pas d'électricité, pas d'eau courante. Juste une cabane en tôle, quelques casseroles rouillées et quelques couteaux. Il s'appelait Dorangel Vargas. Les habitants l'appelaient El Comegente, le mangeur de gens. Pendant des années, les cas de disparition se sont accumulés dans la région. Des jeunes hommes, des vagabonds, des travailleurs, disparaissant sans laisser de traces. La plupart d'entre eux ont été rayés de la carte, victimes de la pauvreté, de la criminalité, de la jungle, jusqu'à ce qu'un jour de 1999, la police suive une piste d'os et de sang jusqu'à la cabane de Vargas. À l'intérieur, ils ont découvert l'horreur. Des membres humains entreposés dans des conteneurs, des organes enveloppés dans du tissu, une colonne vertébrale pendante comme de la viande séchée, les morceaux d'au moins 10 personnes, collectés, préparés, arrangés. Vargas n'a pas résisté. Il a avoué immédiatement. « Je fais de la soupe, dit-il, avec des cœurs, des foies, mais pas de gros. Ils ne sont pas bons à manger. » Il a souri en disant cela. Les autorités ont été stupéfaites, non seulement par le carnage, mais aussi par son comportement. Vargas n'était pas agité. Il n'était pas fou au sens habituel du terme. Il était calme, fier, et même serviable. Il affirmait qu'il ne mangeait que les aliments sains, que les légumes étaient bons, mais que la viande humaine était meilleure, plus propre, plus douce. Et le plus troublant, il semblait croire que ce qu'il faisait était normal. Dorangel Vargas a été jugé inapte à être jugé et placé en institution. Pendant des années, les rapports sur ses allées et venues étaient obscurs. Certains disaient qu'il s'était échappé. D'autres affirmaient qu'il errait toujours près de la rivière. Personne n'en est sûr. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas tué par rage ou par rituel. Il a tué parce qu'il avait faim. Et pour lui, les gens étaient de la nourriture. Mais si Vargas a tué par besoin, l'homme suivant a tué par frénésie. Parce que Richard Chase ne planifiait pas ses repas. Il s'introduisait dans les maisons, buvait le sang directement sur les cadavres et laissait derrière lui des scènes que même les détectives chevronnés ne pouvaient digérer. On l'appelait le vampire de Sacramento. Et ce qu'il a fait ensuite a redéfini la folie. Richard Chase, le vampire de Sacramento. Il n'était pas seulement un tueur, il était le chaos sous forme humaine. Richard Chase ne traquait pas, ne séduisait pas, ne charmait pas. Il ne jouait pas à des jeux. Il a brisé les règles du meurtre en série et les a remplacées par quelque chose de brut, quelque chose de sauvage. À la fin des années 1970, la peur s'empare de Sacramento. Quelqu'un s'introduisait dans les maisons en plein jour.
Il tuait des familles entières, laissant derrière lui des horreurs sanguinolentes. La presse l'a appelé le vampire de Sacramento, car Chase ne se contentait pas de tuer. Il buvait. Ça a commencé modestement. Mutilation d'animaux, injection de sang de lapin, la peur de l'empoisonnement. Il croyait que ses organes rétrécissaient, que son cœur s'arrêterait s'il ne consommait pas de sang. Sa paranoïa est devenue un délire, et son délire est devenu un mobile. Il a tiré sur un homme lors d'une fusillade, juste pour voir ce que ça faisait. Puis il est entré chez une femme sans y être invité. Il l'a abattue, a violé son cadavre, a bu son sang dans un pot de yaourt. Quelques jours plus tard, il a de nouveau frappé. Une famille cette fois. Il les a tous tués, la mère, le bébé, le chien. Il s'est baigné dans le sang. Il a mangé des parties d'organes. Il a tout souillé. Ce n'était pas une scène, c'était un massacre. Mais Chase ne s'est pas enfui. Il est retourné à son appartement. Il s'est assis entouré de bocaux d'organes, un réfrigérateur rempli de parties de corps, un mixeur maculé de sang. Lorsque la police l'a arrêté, il n'a pas résisté. Il portait une parka orange tachée de noir à l'intérieur. En prison, il a expliqué son raisonnement. Il croyait que les nazis transformaient son sang en poudre. Ce n'est qu'en ingérant du sang frais qu'il pouvait survivre. Il ne voulait pas tuer. Il devait le faire. Il s'est suicidé dans sa cellule en 1980, sans remords. Pas de dernier mot. Juste la fin tranquille d'un esprit qui avait pourri de l'intérieur. Chase était atteint de psychose pure, non traitée, incontrôlable. Une tempête sous la forme d'un homme. Mais aussi dérangé qu'il était, le prochain tueur était méthodique, contrôlé. Il était étudiant à l'université, intelligent, poli, issu d'une famille religieuse, et il a tué des touristes en Équateur, un par un, parce que Gilberto Chamba croyait que Dieu voulait du sang. Gilberto Chamba, le prêcheur de sang. Il n'était pas bruyant, il n'était pas déséquilibré, il ne portait pas sa folie sur sa manche. Gilberto Chamba avait l'air ordinaire, instruit, calme, poli. Le genre d'homme à côté duquel on n'hésiterait pas à s'asseoir dans un bus. Mais à l'intérieur, une tempête d'écriture, de sang et d'obsession se préparait. À la fin des années 1990, l'Équateur a été confronté à une série de meurtres brutaux et inexpliqués. Les victimes étaient toutes des femmes, des touristes, des étudiantes, des voyageuses, retrouvées étranglées, démembrées. Certaines avec de la chair manquante. Certaines n'ont jamais été retrouvées. Les autorités étaient désemparées, jusqu'à ce qu'elles arrêtent Gilberto Chamba, un étudiant en théologie au passé obsédant. Des années auparavant, en Équateur, son pays d'origine, Chamba avait assassiné une femme, brutalement, et avait prétendu que cela faisait partie du plan de Dieu. Il a été condamné à une peine de prison, puis libéré. Au lieu de se réformer, il s'est installé en Espagne. Et là, le cycle a recommencé. Il s'en prenait aux femmes seules, étrangères, vulnérables. Il les attirait par la conversation, avec gentillesse, avec la facilité d'un homme qui a déjà tout fait. Et une fois seul, il a tué. Chamba a avoué plus tard 9 meurtres, mais les enquêteurs soupçonnent que le nombre pourrait être beaucoup plus élevé. Ce qui fait froid dans le dos, c'est le motif qu'il a invoqué, l'instruction divine. Il pensait avoir été choisi, que chaque victime était un sacrifice, qu'il ne péchait pas, qu'il servait. Il nettoyait. Offrir. Il ne montrait aucun remords. Il citait les Écritures. Il s'est comparé aux prophètes de l'Ancien Testament. Il a dit que le sang était purificateur. Et le plus troublant, il a dit qu'il avait ressenti la paix après. Chamba a finalement été arrêté et condamné à la prison à vie en Espagne. Mais des questions subsistent. Combien de victimes n'ont jamais été retrouvées? Combien de sacrifices ont été enterrés en silence? Et combien de fois un prédateur a-t-il été libéré parce qu'il savait sourire? Mais si Chamba a utilisé la foi pour justifier ses meurtres, le tueur suivant a utilisé la maternité. Car lorsque Klara Mauerova a été arrêtée en République tchèque, elle n'était pas seule. Ses enfants étaient impliqués. Et ce qu'ils ont fait ensemble est presque trop troublant pour être cru. Klara Mauerova, la mère de la secte cannibale. Brno, République tchèque. 2007. La police enquêtait sur un problème simple, le dysfonctionnement d'un moniteur pour bébé. Un voisin s'était plaint d'interférences. Mais lorsqu'ils ont vérifié le signal, ce qu'ils ont vu, les a arrêtés net. Un garçon, Number contusionné, enchaîné à un radiateur, pleurant. L'image était réelle. La maison appartenait à Klara Mauerova, une mère dévote de 31 ans, une enseignante, une femme qui semblait dévouée à ses 2 jeunes fils. Mais ce que la police a découvert, c'est un cauchemar cousu de foi, de fanatisme et de chair. Klara faisait partie d'une secte étrange, le mouvement du Graal. Il prêchait la purification spirituelle, la souffrance divine et la soumission à une volonté supérieure. Et pour Klara, cela signifiait transformer sa propre maison en chambre de torture. Ses 2 fils étaient enfermés, affamés, brûlés, coupés, leur chair mangée, lentement, délibérément. L'un des garçons a déclaré plus tard qu'il avait vu sa propre mère manger des morceaux de son corps à la cuillère. Elle n'était pas seule. Sa sœur, d'autres membres de la secte. Même une femme se faisant passer pour une jeune fille de 13 ans, qui s'est révélée plus tard être une adulte sadique, ont tous joué un rôle dans les abus.
Il s'agissait d'une boucle fermée de folie, alimentée par une illusion partagée et une obéissance aveugle. Les enfants n'ont pas été tués, mais ce qu'ils ont enduré a laissé des cicatrices plus profondes que la mort. Lorsque l'histoire a éclaté, elle a choqué l'Europe. Non seulement pour sa brutalité, mais aussi pour ses auteurs. Une mère, une enseignante, une personne de confiance. Clara a été arrêtée, jugée et condamnée à 9 ans de prison. Sa sœur a été condamnée à une peine plus longue. D'autres membres ont été dispersés, réduits au silence. Aujourd'hui encore, les gens se demandent combien d'autres victimes y a-t-il eu? Combien d'enfants ont été utilisés pour des sacrifices au nom de la purification? Car lorsque le mal porte le masque de l'amour maternel, il n'y a plus d'endroit sûr. Mais si Clara était animée par la folie d'un culte, le dernier tueur de notre liste l'était par la faim et le profit. Fritz Haarmann n'était pas seulement un cannibale. C'était un boucher, un trafiquant de viande au marché noir. Et le produit était humain. Fritz Haarmann, le boucher de Hanovre. Allemagne, après la Première Guerre mondiale. Une nation brisée, la faim partout, le chaos à chaque coin de rue. Et dans la ville de Hanovre, un marchand sort de l'ombre. Fritz Haarmann. Pour le public, c'était un commerçant, un vendeur de viande, un homme qui aidait à nourrir une population affamée. Mais sous la surface, il y a quelque chose de bien plus sombre. Entre 1918 et 1924, au moins 24 jeunes hommes, pour la plupart des adolescents, ont disparu après avoir été vus pour la dernière fois en compagnie de Haarmann. Beaucoup étaient sans abri, sans emploi, à la recherche de nourriture ou d'un abri. Haarmann leur offre les deux, mais sa générosité avait un prix. Il les attirait dans son appartement en leur promettant la sécurité, puis les tuait, rapidement, d'une morsure, à la gorge. Oui, une morsure. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait le vampire de Hanovre, mais il ne s'arrêtait pas là. Haarmann démembrait ensuite les corps avec une précision chirurgicale. Il dépouillait la viande, l'emballait, et selon les autorités, la vendait, aux voisins, à des restaurants, et même à des écoles. Il vendait de la chair humaine sous couvert de porc, saucisses, de la viande hachée. Dans une ville en manque de nourriture, personne n'a posé de questions. La police ne l'a attrapé que lorsque des ossements ont commencé à être rejetés dans la rivière. Et même là, la vérité était presque trop grotesque pour être crue. Lors du procès, Haarmann a avoué sans honte. Il a décrit ses méthodes, ses motivations, sa faim. Certaines viandes, a-t-il dit, avaient meilleur goût que d'autres. La salle d'audience a éclaté. Le public est ébranlé. Mais Fritz Haarmann n'a jamais sourcillé. Il a été exécuté par guillotine en 1925. Mais les échos de ce qu'il a fait, de la proximité de ses crimes avec toutes les tables de Hanovre, perdurent. Car en fin de compte, il n'était pas seul. Des restaurants graisseux aux cottages en ruine, des prières murmurées aux crochets métalliques froids, chaque tueur de cette histoire a transformé le corps humain en repas. Certains ont dit que c'était l'amour, d'autres, la folie. Quelques-uns ont parlé d'art, mais tous ont pris plus que la vie. Ils ont dévoré la mémoire, ils ont transformé les gens en fumée, en os, silence. Et c'est peut-être là que réside la véritable horreur. Pas qu'ils aient mangé de la chair, mais le fait que, morceau par morceau, ils aient effacé quelqu'un, comme s'il n'avait jamais été là.